Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Je vous rappelle que vous retrouvez également l'émission Le Fil de l'Épée, co-animée avec le camarade Alexandre Jublin sur le podcast Le Collimateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne Moisan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à Paris 1, vous travaillez en particulier sur l'histoire de l'Espagne. Vous venez de publier aux éditions de l'EHESS Se fédérer ou mourir, la commune de Carthagène et ses mondes 1873. Alors un livre étonnant parce qu'il restitue un événement dont peu de gens, je pense, ont entendu parler en France, et même en Espagne, vous dites que c'est relativement oublié, relativement marginal. Un événement qui a énormément d'écho avec la commune de Paris, et du coup, quand on le lit, on est en permanence dans l'hésitation entre cet événement écrasant de la commune, à la fois où on voit les échos, mais en même temps on se dit il ne faut pas non plus que je croie que c'est ça, parce qu'il ne faut pas que ma lecture soit biaisée, parce que c'est pas non plus une répétition de la commune, c'est pas exactement la même chose, mais loin de là. Et du coup, voilà, on va discuter ensemble. Je suis très curieux de savoir comment vous avez travaillé pour restituer cet événement. Alors une première question peut-être tout simple, parce que encore une fois je pense que peu de gens connaissent. Qu'est-ce que c'est que la commune, ou El Cantón, le canton de Carthagène en 1873 ? Alors, c'est la proclamation d'une république municipale par Rambà, en fait, dans un moment où la première république espagnole a été proclamée quelques mois plus tôt. Donc, le canton de Carthagène, il est proclamé le 12 juillet 1873. Et quelques mois plus tôt, le 11 février 1873, avait été proclamée la république espagnole. Et en fait, on voit quelque chose qui est effectivement parallèle à ce qui s'est joué en France quelques années plus tôt, avec le fait que les républicains de base, disons les gens qui sont mobilisés dans les milices ou dans les sections de l'Internationale, craignent que cette république dérive vers une république d'ordre, voire vers un coup d'État monarchiste, et préfèrent prendre les devants en proclamant la fédération par en bas, c'est-à-dire en constituant des États fédérés qui ont vocation à se regrouper entre eux pour mettre en place la fédération espagnole. C'est-à-dire que c'est en fait comme une concurrence au processus constitutionnel qui est en train de se faire dans les Cortes, c'est-à-dire à l'Assemblée, pour prendre l'initiative par en bas. La République par en bas plutôt que par en haut. C'est où Carthagène ? C'est quel genre de ville ? Alors c'est un port militaire qui ressemble très fort au port militaire français de Toulon ou Brest, et qui est situé dans le sud-est de l'Espagne. C'est dans la province de Murcie, donc on est vraiment face à Oran en fait. Au sud de la Catalogne. Ah oui, bien au sud de la Catalogne. C'est-à-dire que vous avez la Catalogne, ensuite, si vous descendez le littoral, ensuite vous arrivez vers Valence, vous continuez à descendre, vous arrivez dans la province de Murcie, et là, dans le coin de la province, vous avez Carthagène. Alors, pour bien comprendre cet événement, il faut peut-être le recontextualiser un petit peu dans l'histoire espagnole, dans cette période particulière de l'histoire espagnole. Alors, comme toute l'Europe, l'Espagne a connu des soubresauts durant le 19e siècle entre des conservateurs, localement on les appelle les carlistes, des révolutionnaires, et puis entre les deux, différentes formes de libéraux, de modérés qui cherchent un petit peu un juste milieu. Donc ça, c'est un peu le schéma global, on le trouve aussi en France. On avait d'ailleurs reçu Alexandre Dupont à ce micro pour parler des carlistes, de leur soutien internationaux. Ici, il faut sans doute remonter à 1868, ce qu'on appelle la Révolution glorieuse contre la reine Isabelle II. Une révolution, mais pas encore une révolution républicaine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe et ce qui s'ouvre en 1868, ce qu'on appelle dans l'historiographie le Sexenio Democrático, le sexennat, les 6 années de démocratie ou démocratique qui s'ouvre en 1868. Oui, alors donc, effectivement, en fait, le canton de Carthagène, il s'ancre dans un cycle révolutionnaire qui commence en septembre 1868 avec cette révolution qui est faite par une coalition de libéraux progressistes et de républicains pour détrôner Isabelle II, et qui aboutit donc à un schéma très très connu dans les formes révolutionnaires espagnoles, c'est-à-dire la proclamation de juntas, des assemblées dans toutes les villes, qui finissent par rendre possible la fuite d'Isabelle II et la mise en place d'une nouvelle coalition révolutionnaire qui adopte une constitution
certes monarchiste, mais démocratique, avec la proclamation du suffrage universel masculin en 1869. Donc, si on se place à l'échelle européenne, c'est quand même très pionnier, puisqu'on est bien avant la Grande-Bretagne, mais qui cherche en même temps à limiter, à freiner ce processus révolutionnaire qui a été enclenché en 1868, en marginalisant les républicains, et notamment les républicains de base qui sont mobilisés dans ce qu'on appelle les volontaires de la liberté, qui sont des gardes nationaux, en fait. Et tout le jeu, tout le problème va se jouer entre ces révolutionnaires de gouvernement qui cherchent à freiner le processus et cette base qui continue à vouloir démocratiser encore plus le système politique. Alors ça renvoie évidemment à des dynamiques révolutionnaires qu'on a pu observer en d'autres temps, en d'autres lieux. On pense à février-juin 1848 en France, avec des républicains modérés finalement au pouvoir et une base qui souhaite aller plus loin dans la révolution. On pense à février-octobre 1917 en Russie, avec là aussi des révolutionnaires qui ont fait abdiquer le tsar, mais qui ne cherchent pas encore à bouleverser radicalement le système social. On a un petit peu ce schéma, sauf qu'ici, en plus, ça se complique parce qu'on cherche un nouveau roi, et on cherche un roi extérieur, comme on a détrôné la monarchie régnante, et en plus, ça crée des problèmes diplomatiques. Alors, on va sans doute pas le développer, mais il faut rappeler que c'est quand même cette affaire qui est à l'origine indirecte de la guerre franco-prussienne. Effectivement, donc il y a tout un problème à échelle européenne de concurrence, notamment entre les Prussiens et les Français, parce que dans les candidatures possibles, il y a un prince prussien, ce qui va déclencher la colère de Napoléon III. Mais ce que je voudrais dire aussi, qui complique un peu le jeu d'emblée, c'est le fait qu'au moment où est proclamée la révolution de septembre 1868, se soulèvent aussi à Cuba les indépendantistes cubains. Et donc, en fait, c'est un cycle révolutionnaire qui s'initie d'emblée à échelle impériale. Donc, il y a une complication à échelle européenne, mais en même temps, il y a une complication à échelle atlantique parce qu'en fait, ceux qui sont portés au pouvoir, ce sont des abolitionnistes qui menacent les intérêts des négriers espagnols. Il faut savoir que l'Espagne est quand même la dernière puissance esclavagiste européenne et il va y avoir du coup un problème de pouvoir entre les élites espagnoles et à échelle atlantique qui va être abyssal dès septembre 1868. Ça veut dire que ces gens qui font la révolution, ils sont malgré tout très divisés sur la forme du régime, sur la forme constitutionnelle, sur le sort de Cuba, sur le sort de l'esclavage. Il y a des désaccords et ces désaccords se manifestent peut-être plus encore à partir du moment où la République s'installe. Alors on est en début 1873. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe ? Qu'est-ce qui amène finalement la République plutôt que cette solution monarchique qu'on avait imaginée ? Alors précisément, une des hypothèses de la difficulté de l'installation de cette monarchie démocratique qui cherche à se mettre en place après 1868, c'est le poids des lobbies coloniaux qui en fait cherchent à tout prix à déstabiliser le nouveau régime parce qu'en fait les élites qui arrivent au pouvoir en septembre 1868 sont toutes abolitionnistes et réformatrices impériales. Donc en fait ceux qui vont chercher, là pour le coup il y a un accord entre libéraux progressistes et républicains. Mais évidemment, ça ne fait pas le jeu de ces intérêts très très bien représentés parmi les commerçants et les industriels espagnols. Et donc, du coup, il va y avoir une tentative de déstabilisation. Et une des hypothèses, par exemple, pour expliquer l'assassinat de Prim, qui était le principal général qui a mis en place la révolution de 1868, c'est de dire que le lobby pro-colonial aurait été très actif dans l'organisation de cet assassinat. Et ça va complètement déstabiliser le monarque qui a été élu pour coiffer ce système parce que il s'appelle Amédée de Savoie, donc c'est quelqu'un qui vient, qu'on appelle d'Italie, qui connaît très très peu l'Espagne, qui compte sur Prim pour s'installer dans ce jeu de pouvoir extrêmement complexe. Et en fait, dès son arrivée, son soutien principal va lui manquer à cause précisément de ces pressions pro-coloniales. Donc, en fait, la République est proclamée par défaut parce que le monarque n'a pas réussi à coaliser les élites espagnoles autour d'un projet commun et il finit par abdiquer, notamment, le déclencheur, ça va être une réforme avortée de l'artillerie parce qu'il essaye, suite à ce que lui disent les libéraux les plus à gauche, d'introduire plus d'égalité dans l'accès au rang d'officier de l'artillerie et là, il va y avoir vraiment une réaction
mouvement corporatiste très forte de ces officiers qui vont démissionner en bloc, alors que vu que la guerre à Cuba est enclenchée, le monarque ne peut absolument pas se passer du soutien de l'armée, et c'est ça qui va provoquer, c'est la dernière goutte d'eau en fait qui provoque son abdication. Donc la République arrive par défaut parce que le monarque estime que le pays est ingouvernable, et du coup la question est de savoir vers quel système est-ce qu'on oriente la République, comment est-ce qu'on construit la Constitution, est-ce qu'on fait appel aux bases républicaines mobilisées dans les villes, ou est-ce que plutôt on essaye de construire le système par le Parlement et par un jeu de coalition entre élites parlementaires. En fait. C'est d'ailleurs le dilemme qu'on retrouvait en Allemagne en 1848, le Parlement de Francfort, ou alors à la base les révolutionnaires de Berlin, de Hambourg, etc. On va retrouver un peu cette dichotomie. Alors derrière ce processus assez complexe que vous nous avez raconté de 1873, de la République qui survient comme ça de manière suite à cette réforme, suite à ces tractations, on sent aussi qu'il y a des choses qui ont changé en 5 ans, que depuis 1868, finalement, cette issue qu'est la République, et par la suite le canton de Carthagène, s'est rendu possible parce qu'en 5 ans, l'espace politique s'est ouvert, oui. Des gens se sont politisés, des discours se sont libérés. Est-ce qu'on peut restituer un petit peu ce qui est un arrière-plan fondamental pour comprendre les gens que vous étudiez? C'est que finalement, on n'est plus sous la monarchie telle qu'elle était, telle qu'elle fonctionnait de manière routinière, finalement, jusqu'aux années 1860. Là, il y a un champ des possibles qui s'est ouvert politiquement. Oui, exactement. En fait, cette monarchie démocrate va mettre en place... va ouvrir les possibilités pour toutes les associations, pour les partis politiques. En fait, il y a une scène, un espace public qui n'a jamais été aussi ouvert qu'en 1868. Les libertés politiques sont inscrites dans la Constitution, et ça va rendre possible une floraison de publications périodiques, la mise en place d'une multitude de clubs républicains et la fondation du Parti républicain démocrate fédéral, qui est le premier parti ouvertement républicain qui va se constituer et avoir très très vite un ancrage important, et se constituer en plus de manière assez intéressante avec tout un jeu d'assemblées fédérales qui vont chercher à défier une organisation pyramidale de la constitution du parti. Donc y compris dans la construction du Parti républicain, il y a déjà cette tentative de ne pas mettre en place une construction de la République qui viendrait de Madrid et qui se répandrait vers le reste de l'Espagne. Donc ça, c'est du côté de la République. Et puis après, il y a aussi... tout un activisme socialiste en fait qui se joue notamment grâce à l'expansion de la première internationale ouvrière. Il faut rappeler que cette association avait été fondée en 1864 à Londres, que sous Isabelle II, rien n'avait été possible en Espagne, mais que grâce à l'ouverture politique qui suit la Révolution de septembre 1868, l'internationale peut être fondée en Espagne, en profitant surtout de l'activisme des ouvriers catalans, parce que c'est vraiment le foyer principal de l'organisation des ouvriers en Espagne. Et donc en 1870 est fondée la Fédération régionale espagnole de l'internationale ouvrière. Et en fait, ce qu'on constate par la suite, c'est ce que les historiens espagnols ont appelé le double militantisme, c'est-à-dire le fait que à la base, on va avoir des cas très fréquents de militantisme fédéral doublé d'un militantisme au sein de l'internationale ouvrière. Est-ce que ces évolutions, ces bouleversements intéressent en Europe? Est-ce que ça attire des gens? Si je fais un parallèle avec une émission récente, on avait reçu Victor Pereira pour parler de la révolution des œillets au Portugal en 1974, et il raconte dans son livre que Lisbonne devient pendant quelques mois un peu le point de convergence de toutes les gauches européennes et même mondiales, plein de gens, plein de révolutionnaires, plein de maoïstes notamment qui viennent, parce que c'est là que ça se passe, quoi. Il faut être là. Est-ce qu'il y a quelque chose du même ordre qui se joue après la Commune de Paris? Est-ce que l'Espagne devient un point de convergence de l'intérêt et même peut-être de l'activisme, du militantisme républicain, socialiste? Oui, alors il y a déjà un moment d'intérêt en 1868 parce que, par exemple, les républicains français regardent ce qui se passe en Espagne avec beaucoup d'intérêt. Il y a énormément de liens
que ce soit du côté des républicains plus conservateurs ou du côté des républicains plus de gauche, on va dire. Pour donner un exemple très connu, Pi Margall, qui devient le deuxième président de la République espagnole, a séjourné en exil à Paris, ce qui est absolument pas original parce que c'est ce qui s'est passé pour la plupart des dirigeants républicains qui constituent le Parti républicain espagnol après la fuite d'Isabelle II. Et puis Margall devient le traducteur de Proudhon en espagnol. Donc en fait, les liens sont vraiment très très forts entre républicains internationalistes français et leurs équivalents espagnols. Donc en 1868, il va y avoir un grand moment d'intérêt. Après la Commune, j'avais cherché à étudier. En fait, l'Espagne n'est pas du tout connue comme un lieu d'exil des communards parce que c'est vraiment beaucoup plus vers la Belgique ou vers la Grande-Bretagne qui vont se diriger. Mais en fait, il y a quand même eu, notamment depuis les communes du sud de la France, un recours à la fuite, notamment vers la Catalogne. Et puis on retrouve des gens comme par exemple Combats, qui était, c'est pas le communard le plus modèle qui soit, mais enfin il vient en Espagne suite à la Commune, et il va profiter justement de la République, de la proclamation de la République, pour tenter d'être nommé dans l'armée espagnole pour aller combattre les carlistes en profitant de son espèce de carrière de volontaire international de la République universelle. On va arriver au moment de la proclamation de ce canton fédéraliste de Carthagène. Peut-être juste avant d'expliquer l'événement lui-même, on peut revenir sur un mot que vous avez déjà présenté, mais je pense qu'il est important, parce que faire l'histoire des mots, c'est aussi comprendre comment il se situe. C'est le mot de junta, de junte, d'autant plus que c'est un mot aujourd'hui qui est plutôt utilisé de façon très négative dans la presse, lorsqu'on parle de la junte des officiers qui a pris le pouvoir par un coup d'État, etc. C'est généralement associé à des soulèvements militaires antidémocratiques. C'est pas nécessairement le sens que ça a au 19e. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la généalogie et le sens que ça a en Espagne? Effectivement, en fait, les Espagnols, ils ont quand même créé des concepts liés à l'histoire de la Révolution qui ont eu mauvaise presse par la suite, parce que comme junta, on pourrait parler aussi du pronunciamiento, qui est plutôt vu de manière très négative en français, mais en fait, les historiens sont quand même assez unanimes pour montrer que le sens qu'on lui accole aujourd'hui n'était pas du tout le sens que ça avait au 19e siècle. En fait, ce qu'on observe dans les processus révolutionnaires espagnols depuis les années 1800, en gros depuis 1808, c'est-à-dire là vraiment le premier moment où l'Espagne entre en révolution suite à l'invasion de l'Espagne par Napoléon, c'est qu'on a alors la constitution de junta, c'est-à-dire en gros des assemblées municipales qui en 1808 se proclament comme légitimes à s'occuper de ce qu'elles appellent le dépôt de souveraineté, c'est-à-dire à partir du moment où le roi a abdiqué de manière illégale au profit de Napoléon, elles estiment que ce sont à elles de gérer ce dépôt de souveraineté royale en attendant que le roi revienne. Ce qui est à la fois très conservateur dans le but qu'elles se donnent et en même temps très révolutionnaire, puisqu'en fait, c'est une manière de proclamer la souveraineté municipale. Et en fait, on va retrouver ce processus régulièrement lors des moments révolutionnaires espagnols, c'est-à-dire la constitution d'assemblées municipales qui finissent par déléguer leur pouvoir à une junta centrale, mais là avec un jeu très compliqué où la junta centrale très souvent se donne pour objectif d'éteindre le pouvoir des juntes provinciales, alors que ces juntes provinciales aimeraient continuer à fonctionner en autonomie. Donc là on continue à avoir ce même processus pendant la République, c'est-à-dire l'idée que en fait sur la base de ces assemblées souveraine, on pourrait construire la République vraiment fédérale sur le modèle de ce qui s'est passé pendant la Révolution aux États-Unis, c'est-à-dire en gros les États qui se constituent par eux-mêmes et qui finissent ensuite, les États fédérés qui finissent ensuite par leur union constituer la République fédérale. Alors maintenant, on va peut-être expliquer ce qui a déclenché la commune de Carthagène, oui. le canton de Carthagène, en juillet 1873. On sait qu'à Paris, la commune de Paris, c'est venu d'une tentative justement du gouvernement pour remettre la main sur les armes des Parisiens et du coup les priver de la souveraineté armée qui était la leur le 18 mars 1871, et ça déclenche la commune. Ici à Carthagène, qu'est-ce qui est le déclencheur qui fait que la population locale, et donc une junte locale, va vouloir se gouverner elle-même ?
Alors, ce qui rend les choses plus compliquées, et d'ailleurs qui explique, à mon avis, pourquoi est-ce que dans l'historiographie, il n'y a pas la même récupération de ce qui s'est passé à Carthagène que de la Commune de Paris, c'est que celui qui est à la présidence de la République au moment où le canton est proclamé, c'est ce fameux Pi Margall dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le traducteur de Proudhon en espagnol. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, quand même, c'est quelqu'un... C'est pas tiers, quoi. C'est pas tiers, quoi. Donc, franchement, ceux qui, à sa gauche, se mettent à vouloir défaire l'élan vers la constitution républicaine, quand même, c'est un peu des agités qui auraient pu être plus patients. Le problème, c'est que, en fait, Pi Margall a un comportement qui est très anti-intuitif, c'est-à-dire qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il écrit. Il a écrit depuis 1854 sur la Révolution, sur les processus. Justement, il est très intéressé par les processus spécifiques de l'Espagne d'entrée en Révolution. Il connaît très bien ce qui s'est passé en France en 1848 et ce qu'il veut absolument éviter, c'est la mise en place d'une république bourgeoise qui empêcherait les efforts de la République sociale. Donc, il connaît tout ça très bien et il pense que l'insurrection des provinces est nécessaire et aussi qu'on doit arriver à la République fédérale par une série de pactes entre républiques municipales. Donc, sur le papier, en fait, il est cantonaliste. Le problème, c'est que quand la République est proclamée en février 1873, il estime que, étant donné qu'on a acquis la République par voie légale, il faut absolument continuer à rester dans cette légalité et empêcher tout ce qui menacerait cette légitimité politique qui n'est vue que par les institutions héritées de la monarchie. Et en fait, ça va être une vraie pomme de discorde avec les républicains de base, en fait, qui vont estimer qu'au contraire, c'est par la mobilisation qu'ils pourront empêcher tout complot vis-à-vis de cette République qui évidemment n'est menacée, puisque si la monarchie progressiste n'a pas réussi à se stabiliser à cause de la force des lobbies conservateurs et coloniaux, on peut bien imaginer que la République est encore plus menacée par ces mêmes groupes. Donc les républicains de base estiment qu'ils sont encore en révolution, en fait. Alors que Pi Margall pense que la révolution est finie parce qu'ils ont les institutions et donc il faut essayer de capter en fait vers la droite les progressistes monarchistes et renforcer la République par une conversation polie au Cortés, en fait. Donc, c'est à cause de ça que, en fait, il va empêcher toutes les initiatives venues d'en bas, et notamment en juillet 1873, quand Carthagène passe en révolution, c'est parce que les volontaires, donc les gardes nationaux locaux, savent que l'armée vient pour les relayer sur les fortifications, donc ils vont perdre la main sur les fortifications de la ville, et que les deux principaux navires de guerre qui sont amarrés à Carthagène vont être envoyés à Malaga, et donc ils n'auront plus ni la capacité de mutiner les marins militaires, ni la capacité de tenir les fortifications. Autrement dit, les cuirassés de Carthagène sont quand même un petit peu comme les canons de la butte Montmartre, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est un déclencheur aussi d'ordre militaire, parce que le militaire renvoie aussi à la souveraineté. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Qui sont les gens qui animent ce premier soulèvement? Alors, soulèvement, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, ce premier gouvernement local qui se proclame canton. Alors, ce sont des gens qui viennent de ce qu'on appelle les volontaires de la République. Donc, c'est la garde nationale locale qui est constituée à la fois de travailleurs, donc notamment d'ouvriers de l'arsenal, parce qu'en fait, souvent on dit l'Espagne n'était pas du tout industrielle au 19e siècle. C'est faux pour la Catalogne, ça quand même on le sait à peu près. Mais en fait, c'est pas non plus tout à fait vrai pour tout le reste de l'Espagne. Et notamment dans les ports militaires, il y avait évidemment des regroupements ouvriers très importants pour la construction des navires. Et à Carthagène, il y avait un arsenal très puissant où les ouvriers avaient eu
avait pu se politiser, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les années qui précèdent le canton. Donc, ces gens-là sont très présents dans l'organisation de la garde nationale locale et on les voit très actifs tout de suite au moment de la proclamation du canton. Là où il y a une difficulté d'interprétation, c'est qu'en fait, tout de suite après la proclamation du canton par cette base à la fois populaire, locale, mais avec aussi une composante interclassiste. Par exemple, le vétérinaire local est très actif dans la mise en place du Parti républicain fédéral à Carthagène. Donc, c'est pas exclusivement ouvrier, ce serait une fausse image. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'arrivent immédiatement des députés et des officiers depuis Madrid ou depuis d'autres régions de l'Espagne qui vont constituer à Carthagène un gouvernement de la Fédération espagnole. Et en fait, c'est ces gens-là à qui on a attribué la responsabilité du canton et qui ont permis de dire qu'en fait, c'était une révolution politique, entre guillemets, animée par des notables dont le seul objectif était en fait de conquérir des galons ou des ministères pour leur propre intérêt. Donc du coup, ça a fait effacer dans l'historiographie la composante populaire finalement active dans la constitution de ce canton. Oui, tout à fait. Alors, ce canton de Carthagène, il a des ressources malgré tout importantes. Il a donc une ville fortifiée, des cuirassés, des hommes nombreux. Il finit quand même par échouer. Alors, je ne sais pas si on peut raconter toutes les péripéties, mais il y a une logique de guerre qui s'installe assez rapidement, au mois d'août 1873. Et puis, cette logique de guerre, elle est perturbée notamment par l'irruption des grandes puissances. Oui. Et là, on comprend très bien qu'après la Commune, il n'est pas question pour un certain nombre de grandes puissances de laisser éclore comme ça des mouvements révolutionnaires qui mettraient en plus la main sur des armes un peu partout en Europe. Oui. Alors effectivement, il y a un panorama d'après-commune qui est très très clair parce que le premier officier qui intervient, qui est un commodore allemand, qui fait prisonnier en fait deux navires cantonalistes, il a laissé des écrits et il voit vraiment les cantonalistes comme des rouges et comme une réplique de la commune. Donc vraiment c'est présent dans leur analyse de la situation. Ouais, ce qui est très paradoxal d'ailleurs parce que comme on vient de le dire, dans la mémoire espagnole, ça a été plutôt vu comme une révolution de notables finalement pas très significative, pas très populaire, alors qu'à l'époque, les puissances étrangères voyaient ça comme un danger rouge ultra important. Oui, parce qu'en fait, il y a deux interprétations confrontées. Il y en a une qui est celle des conservateurs européens pour lesquels vraiment clairement on est face à un mouvement, parce que par exemple, les juntas qui se constituent à Carthagène, c'est pas du tout les mêmes que celles qui sont les juntas normales, qui sont plutôt des assemblées notables. Là, on a des assemblées où dominent, par exemple, des ouvriers de l'arsenal. Donc, c'est quand même quelque chose qui est inédit à cette époque-là, à part le président de la Commune. Donc il y a cette lecture-là, et de l'autre côté, il y a la lecture qui a été léguée à l'historiographie espagnole, et notamment à l'historiographie marxiste, qui a empêché en fait une alternative à cette interprétation, qui est la lecture à la fois de Engels, qui dit non mais en fait ça c'est que des bakouninistes en action et la lecture des bakouninistes en question qui en fait étaient les leaders de l'internationale espagnole qui disent non mais ça en fait c'est pas du tout nous, c'est des notables républicains et en fait nous on est pour rien là-dedans, et en fait ils se renvoient la balle l'un l'autre sans voir que en fait les internationalistes de base se fichaient à peu près complètement de leur débat parce que voilà, ni l'un ni l'autre n'avait lu ni Marx ni Bakounine à l'époque, et en fait c'était pas là-dessus que se jouait leur mobilisation. Donc en fait il y a pas eu appropriation de cet événement par une gauche internationaliste qui était très divisée au moment de la proclamation du canton, alors que côté conservateur c'était clairement vu comme un mouvement de travailleurs dangereux. Un mouvement sans porte-parole, réussissant à le définir après son échec, et du coup défini entièrement de l'extérieur. Ça me rappelle un petit peu des mutins de la Grande Guerre que j'ai pu étudier. On est dans des schémas un petit peu comparables. Oui. Tout à fait. Il y a un vrai parallèle. Alors du coup, si on vient à cette intervention navale des puissances européennes, c'est assez étonnant parce que c'est à la fois une intervention navale très décisive, parce que en fait, les deux cuirassés qui sont la clé du succès ou pas de ce canton sont perdus, et en même temps, elle n'est pas officielle parce que on est un peu dans une zone grise du droit international. Oui, parce qu'en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, comme vous avez dit, c'est vraiment un schéma d'après-commune qui fait que les puissances internationales interviennent. Il faut quand même rappeler que c'est assez classique dans l'histoire
révolutionnaire espagnol que ça se finisse mal parce que, notamment en 1823, la Sainte Alliance intervient pour mettre fin à la révolution qui avait été les 100 000 mise en fils place. de Saint-Louis. Voilà, donc en fait, c'est aussi, ça pose aussi la place de l'Espagne dans la construction européenne où en gros, c'est un pays qui est sous emprise impériale, informelle certes, mais quand même sous emprise impériale britannique et française. Et en fait, surtout sur la Méditerranée et surtout à Carthagène où on est proche d'Oran et en fait, on n'a pas du tout envie que des mutins s'approprient cette mer. Et effectivement, ça va transformer le cours de cette révolution parce que l'idée qu'avaient les révolutionnaires, c'était une idée assez, là aussi, typique des processus de pronunciamiento, c'est-à-dire qu'en gros, on proclamait une forme constitutionnelle à un endroit, et c'était très souvent dans les littoraux que ça se passait, parce que c'était des régions plus démocrates que le centre de l'Espagne, et en fait, on réussissait à coaguler d'autres proclamations sur le littoral et on finissait par marcher sur Madrid en ayant déjà une telle force à la fois militaire mais aussi politique que finalement à Madrid tout tombait comme un jeu de cartes. Et en fait, le fait d'être dépourvu de ces deux cuirassés va empêcher les cantonalistes de sauver le canton de Valence et le canton de Cadix. S'ils avaient réussi à faire ça, effectivement le jeu militaire a été tout à fait différent. Et quand je dis « et si », en fait, le journaliste du Times avait la même analyse sur le moment. C'est pas du tout que je surévalue les forces cantonalistes. Il faut bien voir que l'armée espagnole était très désorganisée à cette époque-là, très indisciplinée. En plus engagée sur notre front à Cuba. Et face aux carlistes. Et donc, en fait, il aurait été difficile d'opposer vraiment une répression très forte à ce mouvement s'ils avaient continué à avoir leur cuirassé. Alors, ça se termine malgré tout en janvier 1874. Il n'y a pas tout à fait l'équivalent de la semaine sanglante dans le canton de Carthagène. Il y a aussi beaucoup de cantonalistes qui parviennent à fuir, qui parviennent à quitter Carthagène, et notamment pour rejoindre l'Algérie. Oui. Alors, il y a quand même un bombardement final qui dure 43 jours et qui est assez dur. Hein. Enfin, il y a vraiment toute une partie de la ville qui est détruite. Il y a le parc d'artillerie qui explose alors qu'il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. Donc, il y a quand même des centaines de morts. Mais effectivement, il n'y a pas de semaine sanglante. Il y a une répression qui va consister en politique de déportation systématique, notamment vers les Philippines et les Mariannes. Et pour échapper à ça, il va y avoir le recours à l'exil, qui en fait était une tentation. Ils n'ont pas du tout innové en allant vers l'Algérie parce que dans la région, c'était une coutume de s'éloigner, de se mettre à l'abri en fait en prenant des petits navires. Locaux pour se réfugier dans l'Oranais qui, il faut le rappeler, à cette époque-là, était une région presque autant espagnole que française en termes de population européenne. Comment ils sont accueillis en Algérie par les autorités françaises, un peu embarrassées malgré tout de voir ces gens qui débarquent de navires, porteurs d'idées révolutionnaires dans une Troisième République qui vient de réprimer la Commune et qui est pour l'instant dirigée par un général, enfin par Thiers et par MacMahon, et qui est d'orientation très conservatrice? Alors, ils sont vraiment fichés. Enfin, on les place dans des dépôts. Et puis, on va essayer de les orienter vers d'autres départements. La politique très classique consistant à éloigner, en fait, les exilés des endroits où ils pourraient poser problème, en fait. Donc, à les éloigner de cet Oranais trop proche de l'Espagne en les dispersant vers Alger ou vers Constantine. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ils vont être utilisés dans des chantiers militaires de travail comme une main-d'œuvre gratuite par l'armée, en fait. Vous avez évoqué le sort de ceux qui ont été arrêtés, jugés, condamnés en Espagne et du coup envoyés au loin. Et ça vous permet de réévaluer à la hausse, à la suite de travaux que vous citez, de réévaluer à la hausse l'exil pénal espagnol, parce qu'on sait que la Grande-Bretagne a utilisé l'Australie en particulier pour éloigner le danger social, une partie des classes dangereuses et criminelles ou jugées telles au début du 19e siècle. La France a fait la même chose, surtout au moment des grands épisodes révolutionnaires avec l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie comme lieu de relégation pénale coloniale. C'est vrai aussi pour l'Espagne.
Oui, c'est vrai aussi pour l'Espagne. Non, ça, là, les travaux qui m'ont vraiment marqué, c'est ceux de Christian De Vito, qui a essayé de retracer sur une longue durée les politiques pénales espagnoles et qui a montré qu'en fait, effectivement, l'Espagne était quand même très, très forte pour organiser ces politiques d'éloignement des gêneurs et aussi de travail forcé d'hommes de milieu populaire vers les colonies. Et ce qu'il a montré, c'est aussi le fait que c'était un système dans lequel il y avait des espèces de sous-traitance de déportation, c'est-à-dire que par exemple, le Mexique envoyait ses propres déportés vers les Philippines. Enfin, c'est pas le seul qui a travaillé là-dessus, mais on a vraiment une image du coup un peu révisée de ces politiques pénales espagnoles qui sont moins connues, mais qui en fait ont été très intenses tout au long du 19e siècle. Il y a aussi Romy Sanchez qui a travaillé sur les exilés et les déportés cubains, qui a montré comment est-ce que, en fait, c'était vraiment une ressource constante du pouvoir d'éloigner les gêneurs, en l'occurrence les Cubains, vers Fernando Po en Afrique ou vers la métropole de manière assez étonnante, parce qu'on se retrouve avec des exilés forcés cubains qui sont exilés à Madrid, ce qui a des effets politiques parfois assez inattendus. Alors cet exil, en particulier cette arrivée de membres de la commune ou du canton en Algérie, à Oran, c'est aussi ce qui vous permet de les saisir en partie d'un point de vue sociologique. Il y a toute une partie de votre livre, là on a plutôt évoqué la dimension narrative, on a commencé un petit peu à parler de qui sont les gens de cette commune, de ce canton, mais il y a toute une partie plus sociologique où vous essayez de voir qui sont ces gens et dans quels milieux sociaux et dans quelle dynamique sociale ils s'inscrivent. Et en faisant ça, vous retrouver un certain nombre de grandes questions classiques de l'historiographie, notamment révolutionnaire du 19e, le protagonisme révolutionnaire, la politisation des ruraux, les répertoires d'action, enfin voilà, toute une série de questions qui ont été posées. Et là, ça les éclaire de manière très intéressante. Notamment, je voulais vous poser la question de la place des ruraux. Parce que c'est vrai il y a un double cliché qu'on doit affronter. Le cliché d'abord général, légué notamment par Marx, des ruraux pris dans la boue des siècles et incapables d'action politique. Et puis le cliché propre à l'Espagne, d'un pays très rural, et du coup, ruralité, archaïsme, non-politisation rurale. Oui. Or, vous montrez qu'il y a quand même des ruraux, et c'est quoi les logiques finalement d'action là-dedans ? Alors, non seulement il y a des ruraux, mais c'est même ceux qui incarnent le mieux le canton, parce que le chef le plus charismatique du canton, c'est Antonio Galvez, dont le surnom est Antonete. Donc, déjà, le fait qu'il ait ce surnom, ça révèle aussi un peu la manière dont on le percevait. C'était comme quelqu'un de très proche, en fait. C'était un paysan de la Huerta de Murcie. Donc la Huerta, c'est ces jardins irrigués. Donc c'est des paysans qui sont propriétaires de toutes petites parcelles et qui, à cette époque-là, étaient quand même assez sous pression à la fois d'intermédiaires de crédit et d'une bourgeoisie propriétaire qui réussissait à exporter les produits de sa huerta, donc qui pouvaient gagner des terres localement. Donc en fait, c'était une petite paysannerie qui était, disons, plus à l'aise que, évidemment, les journaliers andalous, par exemple, mais qui était quand même assez mise à mal par la conjoncture et qui cherchait des voies d'organisation par notamment l'entrée dans les bataillons de garde nationale. Donc en fait, on voit comment est-ce qu'à partir de 1868, ces paysans s'arment régulièrement à partir de ces bataillons, mais aussi dans des moments insurrectionnels très importants où ils constituent, là encore, un autre répertoire d'action très fréquent dans l'Espagne révolutionnaire, c'est des bataillons de guérilla, en fait. Et Galvez, par exemple, on le voit, chef d'une partida, c'est-à-dire d'un groupe de guérilla, dès 1869, et on voit comment il se politise et il politise les siens dans ce recours à la guérilla en 1869, en 1872, dans un mouvement anti-conscription, et comment il s'éloigne à la fois dans la montagne proche de Murcie dès qu'il est inquiété, ou alors en Algérie, où il a aussi des réseaux à la fois de compagnonnage d'exil et de contrebande, en fait, parce que les deux sont assez rapidement liés, très forts dans les années qui précèdent le canton. Et donc, en fait, on le voit lui, on en voit un autre qui est carrément membre de l'Internationale ouvrière, qui est Tomás Bertomeu,
qui est un paysan, enfin quelqu'un qui vient d'un village. Alors je sais pas clairement quelle est sa source de revenus, mais parce qu'il se déclare comme industriel et c'est un village qui est proto-industriel avec de la céramique localement, mais c'est aussi un chef de guérilla et c'est quelqu'un qui va rentrer dans l'international avant le canton. Alors, en rappelant aussi que cette politisation paysanne, elle n'est pas qu'à sens unique, il y a aussi des paysans qui sont dans les rangs carlistes, conservateurs, mais voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas simplement les assigner à une passivité générale. Là, vraiment, on voit l'inverse. Il y a un autre groupe social très intéressant de ce point de vue-là, et vous consacrez notamment le chapitre 5 qui s'appelle « Rompre les chaînes » à l'étudier. Ce sont les bagnards et les conscrits, mais les bagnards souvent au bagne parce que justement ils ne voulaient pas être conscrits ou parce qu'ils voulaient échapper à l'armée. Alors là, on affronte aussi à la fois un cliché et un enjeu politique important. C'est généralement des gens qu'on met dans le lumpenprolétariat, c'est-à-dire dans ce prolétariat le plus précaire, le plus misérable, incapable de conscience de classe, finalement frein à l'action révolutionnaire et pas du tout acteur. Alors là vous montrez l'inverse, vous montrez que c'est des gens qui sont acteurs, peut-être aussi justement parce que le fait d'être dans une institution leur a donné, les a soudés ou leur a donné des ressources propres au moment où ils en sortent. Oui, alors là, en fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à penser dans la spécificité de ce mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire notamment si on le compare à la Commune, l'importance de ces effectifs d'insurgés qui viennent d'institutions militaires, que ce soit l'armée de terre, la marine ou le bagne, parce qu'en fait, donc, le bagne est une institution militaire qui est remplie de criminels, mais aussi de déserteurs et d'indisciplinés. C'est pour ça qu'il est rempli comme un œuf au moment de l'entrée dans le canton. Ces gens-là donc, participent au canton, on pourrait dire, et ils y participent avec l'énergie du désespoir, et c'est pour ça qu'ils restent là, et en fait, ils n'ont rien d'autre à perdre, en fait. Enfin, ils n'ont rien à perdre, et ils n'ont pas de... ils le font comme ils suivraient quelqu'un d'autre qui pourrait les sauver de leur sort, en fait. Mais pendant les 6 mois du canton, les occasions de fuir étaient multiples et on les voit au contraire très disciplinés et puis surtout ils font preuve d'une constance dans leur engagement qui mérite qu'on analyse autrement cet engagement que juste comme l'appel de la meilleure occasion de se sauver, quoi. Et en fait, là, c'est là que je me suis dit, il faut aussi montrer à quel point, si on en reste à une interprétation de l'histoire du mouvement ouvrier qui ne cherche à repérer que les ouvriers d'usines ou les ouvriers, à la limite, si on se met sur un modèle plus parisien, les gens de métier qui se mobilisent dans la commune, on exclut toute une partie du monde du travail de l'époque dont beaucoup d'historiens commencent à montrer qu'en fait la grande masse était constituée de travailleurs précaires, polyvalents, qui travaillaient dans l'industrie un jour et un autre jour au champ, qui étaient surtout aussi des travailleurs forcés, en fait. C'est-à-dire on n'était pas face aux salariés ou à l'ouvrier de métier qui gagnait... On n'est pas à Billancourt. Non. On est vraiment face à des gens qui sont contraints par l'État et c'est des travailleurs parce que, par exemple, ils travaillent dans l'arsenal et c'est aussi pour ça que les ouvriers se mobilisent autant parce qu'on expulse les gens, j'ai plus le mot, on vire en fait les ouvriers de l'arsenal parce qu'on a cette ressource de main-d'œuvre gratuite disponible à partir de 1868. Donc ça politise à la fois les ouvriers de l'arsenal et ces conscrits ou ces bagnards qui travaillent dans l'arsenal au contact de ces ouvriers politisés et qui, du coup, en fait, ont vraiment une éducation politique quand ils arrivent au moment du canton. Donc, je pense que c'est vraiment important pour resituer cet épisode dans l'histoire du mouvement ouvrier, d'ouvrir l'interprétation de ce que c'est qu'un travailleur au 19e siècle et de pourquoi ce genre de mouvement est aussi un mouvement de mobilisation du travail, même s'il n'en a pas les apparences classiques.
Ce mouvement, il affronte des dilemmes qui sont classiques dans ce type d'épisode. On les connaît pour la Commune, c'est-à-dire qu'un certain nombre de postes nécessaires au bon fonctionnement d'une ville, d'une armée, etc., ne sont plus occupés, sont vacants parce que des membres des élites sont partis ou sont du côté des adversaires. Donc il faut improviser pour mettre des gens à des postes de responsabilité. Mais en même temps, il faut démocratiser. Donc est-ce qu'on va nommer à la tête de l'arsenal un bon révolutionnaire ou un ingénieur très compétent? Parfois, c'est pas une seule et même personne, donc il y a des arbitrages à faire. Et puis, comment on assure à la fois l'efficacité d'une armée, l'efficacité d'une flotte, et puis l'esprit révolutionnaire. Et vous montrer qu'on essaie de concilier les deux, ça se passe pas toujours bien, mais par exemple, on continue d'obéir aux ordres, mais on a le droit de faire des pétitions en même temps pour les contester. Donc on est dans un entre-deux où on a à la fois besoin de la discipline pour que la révolution fonctionne, et en même temps, on a besoin de l'ouvrir, cette discipline, parce que sinon, le sens même de la révolution disparaît. Oui. En fait, je pense que ce qui est important quand même dans le canton, c'est-à-dire qu'on peut pas, comme il n'y a pas de source écrite produite par ces révolutionnaires, ou très peu, on peut difficilement gloser sur leurs projets politiques. Mais en fait, on le voit quand même en acte dans la manière dont s'instituent des formes d'autogestion, à la fois dans les ateliers de l'Arsenal et sur les navires, qui sont quand même leur grande fierté. Enfin, moi, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi est-ce qu'ils investissaient les navires avec un tel affect. Et en fait, je pense que ça tient à leur fierté de savoir s'organiser par eux-mêmes sans les officiers et de montrer qu'en fait, leurs compétences techniques étaient tellement plus fortes que celles des officiers qui d'habitude les menaient, qu'ils étaient capables de réparer les navires eux-mêmes, de les tenir pendant 6 mois sans aucune ressource de l'extérieur, et puis même d'affronter l'armée de Madrid et de réussir à fuir aussi, parce que même l'ultime fuite était pas si évidente face à plusieurs navires madrilènes qui fermaient la baie, alors qu'eux-mêmes étaient sur un navire dans lequel on avait des conscrits, des bagnards, et dont l'amiral était un contrebandier d'Oran. Donc je pense que vraiment dans leur manière de s'auto-organiser, il y avait cette compréhension que, il y avait la possibilité d'une démocratie du travail qui impliquait à la fois effectivement une discipline militaire quand on était en combat, et ça, c'est très bien montré par la proclamation du règlement de Bertomeu, qui est un des chefs de la guérilla qui s'implique dans le canton, donc qui vient des campagnes d'Alicante, qui dit en gros quand on est face à l'ennemi, c'est moi qui commande, le premier qui tourne le dos, il est fusillé. Mais par contre, quand il n'y a plus d'ennemis, on mange tous à la même gamelle. Et ça, il y a vraiment cette idée que la démocratie doit être institué en fait dans les moments de travail. En gros, celui qui dirige l'Arsenal, c'est un ancien ouvrier de l'Arsenal. Donc il y a cette idée qu'ils sont désormais autogérés par eux-mêmes, mais il faut quand même qu'il y ait effectivement une chaîne de commandement pour ne serait-ce que pour faire avancer un navire. Chaîne de commandement qui est parfois défaillante parce qu'ils vont quand même faire couler un de leurs propres navires lors d'une des sorties en mer. Dans le navire qui accoste, le principal navire qui accoste à Oran après la défaite du canton, sauf erreur, vous dites qu'il y a 2,6% de femmes. Oui. Comment on interprète ce chiffre et comment on le dépasse aussi pour essayer de restituer les expériences féminines de cet épisode ? Alors oui, donc j'ai effectivement essayé de retracer la présence des femmes alors qu'elles sont très effacées des archives, notamment de ces archives auxquelles j'ai beaucoup eu recours, qui sont celles de l'exil. Et je pense qu'elles sont peu présentes dans l'exil parce qu'on estime, parfois avec raison, en fait, qu'elles vont être peu réprimées, précisément parce que les juges ont eux-mêmes une grille de lecture très genrée de qui est capable ou pas d'entrer en révolution. Donc les femmes sont peu présentes dans l'exil, et on voit aussi qu'au début du canton, il y a toute une
un discours viriliste en fait qui consiste à dire que les combattants doivent tenir Carthagène entre hommes et que les femmes et les familles sont invitées à partir en fait. Donc ça c'est les premiers mois, le premier moment du canton, mais on voit que dans le moment de radicalisation du canton qui commence à partir du mois de septembre, les femmes reviennent, les familles reviennent et on les voit participer à toute une série de tâches du canton en gros, sans cette présence-là, la survie de cette communauté de plusieurs milliers de personnes pendant 6 mois aurait été impossible en fait, parce que c'est elles qui sont déléguées à la confection de la soupe journalière. La ville survit par un système de rationnement dans lequel elles sont vraiment la cheville ouvrière. Elles confectionnent les sacs de poudre. Et d'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'elles sont les principales victimes du bombardement, puisque c'est comme ce parc d'artillerie dans lequel elles travaillent est bombardé. C'est elles qui vont mourir le plus en masse. Donc, il y a vraiment un rôle important des femmes. Et on les voit même monter sur les fortifications à la fin du combat. Et le journaliste du Times, qui cherchait absolument à différencier le canton de la commune en disant « Mais non, ici, il n'y a pas de pétroleuse, ici, il n'y a pas d'Amazone parisienne. » Et en fait, à la fin du siège, il est quand même obligé de constater qu'il y a plusieurs femmes à barbe, comme il les appelle, dotées de fusils à Carthagène. Il faut rappeler peut-être aussi au passage que les cantonalistes, pas plus que les communards, n'ont envisagé le vote féminin. Ça reste la dimension, disons, des rôles genrés traditionnels reste malgré tout présente. Oui. Tout à fait. Après, il faut quand même rappeler qu'il y a eu un décret sur l'émancipation de la femme qui a été, que je mets en tête. Octobre 1873. De ce chapitre sur les femmes. Et puis, il faut dire aussi que quand même le vote n'était pas, c'est un peu comme sous la Commune, quoi. Le vote était quand même pas l'idéal de la démocratie des communards et c'était pas non plus l'idéal de la démocratie du canton. Pour eux, la démocratie, c'était les assemblées, et c'était l'auto-organisation du travail. Et par exemple, là, dans ce décret d'émancipation des femmes, on reconnaît leur importance dans des activités qui sont très genrées, qui sont celles du soin, mais où elles vont s'auto-organiser. Donc, d'ailleurs, je pense qu'en fait, celui qui passe ce décret, qui est Antonio de la Calle, qui avait été sous la Commune, écrit ce décret en pensant à l'Union des femmes pour la défense de Paris, parce qu'on est quand même dans une imprégnation très très proche du rôle des femmes dans une république sociale, quoi. Alors, on peut peut-être pas passer tout en revue, et puis il faut laisser des choses aux gens qui vont découvrir le livre. Il y a notamment toute une série de développements sur l'inscription atlantique, dans un Atlantique révolutionnaire, les liens avec Cuba qui sont très complexes. Je voulais au moins vous poser la question d'un autre événement que vous mentionnez, qui est peut-être encore plus oublié que le canton de Carthagène. Il y a la Commune en 1871 à Paris, il y a le canton de Carthagène en 1873, et entre les deux, en 1872, aux Philippines, à Cavite, je ne sais pas comment on dit, Cavite, Cavite, qui est un arsenal de la marine espagnole aux Philippines. Il y a là aussi une mutinerie, insurrection. Quels sont les liens entre ces événements ? Alors, donc effectivement, en 1872, il y a l'insurrection de Cavite. Ce qui m'a intéressée dès le départ en étudiant ces événements, c'est le fait que dans le canton de Carthagène, on retrouve 3 insurgés qui ont été accusés d'avoir participé à l'insurrection de cet arsenal et ce port militaire aux Philippines, qui ont été déportés à la suite de cette accusation. Qui se retrouvent donc dans le bagne de Carthagène, qui sont libérés par les cantonalistes et auxquels on confie des responsabilités politiques sous le canton, ce qui est quand même assez inédit dans un mouvement révolutionnaire européen, de voir des gens qui sont qualifiés soit d'indigènes, soit de métis chinois, avoir des responsabilités de commissaire de guerre ou de comptable dans un mouvement révolutionnaire européen. Donc c'est là que j'ai du coup cherché à
comprendre quelle était, évidemment sans être spécialiste des Philippines, mais en cherchant à comprendre vraiment cette révolution à une échelle impériale. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était deux mouvements qui étaient très parallèles, où on pouvait voir comment est-ce que la pression d'un empire militariste qui essaye parce qu'il est menacé internationalement et parce qu'il est menacé par des élites locales de plus en plus autonomistes, qui essaye vraiment de refermer le couvercle et d'assurer son autorité alors qu'il n'en a pas les moyens. Et du coup, en fait, ça donne lieu à ces mouvements insurrectionnalistes qui sont liés par des solidarités d'exil et par ces itinéraires où on voit bien que pour les cantonalistes de Carthagène, les insurgés de Cavite étaient vraiment des sympathisants d'une même cause, quoi, à savoir la possibilité de construire une nation impériale républicaine dans laquelle tous les territoires de la République auraient un statut d'autonomie politique. En juillet dernier, juillet 2023, c'était les 150 ans. Il s'est Oui. passé quelque chose? Vous y étiez? Oui, alors j'ai été d'abord invitée à Carthagène où il y a eu un grand colloque pour fêter les 150 ans du canton. Et voilà, c'était magnifique. Et puis en plus, après, comme il y a eu la sortie du livre en espagnol, j'ai été invitée 2 fois. C'est devenu une ville d'accueil très sympathique. Maintenant, il y a quand même eu très très peu de commémorations au niveau national. Il y a eu beaucoup d'événements académiques, de journées d'études, de colloques, mais rien qui pourrait... en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est de voir à quel point tous les efforts sur la mémoire démocratique en Espagne, qui sont nombreux, je veux dire, il y a quand même des lois qui sont passées pour... il y a des secrétariats d'État qui sont organisés autour de la mémoire démocratique, mais en fait, quand on parle de mémoire démocratique, on s'arrête à 1936. Au-delà de 1936, il n'y a pas d'histoire démocratique en Espagne, on dirait. Alors qu'en fait, cette histoire-là, c'est aussi l'histoire de la démocratie espagnole, l'histoire de sa répression, et qu'il faudrait qu'il y ait plus d'efforts pour la faire. Le problème, c'est qu'on voit bien là dans les livres qui sont sortis, celui qui... en gros, a le plus de succès en termes de vente, c'est un livre qui s'intitule La Première République espagnole, de l'utopie au chaos, qui reprend vraiment les canons de l'interprétation lancés par Castellar. Donc Castellar, c'était quelqu'un qui admirait Thiers, en fait, et qui pensait qu'il fallait que la République se construise pas en attirant les droites, et en réprimant complètement les gauches. Et en fait, cette interprétation s'est installée très durablement. Donc, il estime que les cantonalistes étaient des séparatistes, que le cantonalisme, c'était la reconstitution des royaumes de taïfas du Moyen-Âge. Et en fait, cette interprétation, elle est réactualisée encore aujourd'hui. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et il y a aussi... beaucoup de travail pour faire revivre l'histoire sociale du politique dans cette période, parce qu'en fait, on connaît de mieux en mieux... le républicanisme a été très travaillé aussi par les historiens espagnols. Le livre dont je vous parle, c'est pas représentatif de l'effort général des historiens espagnols sur le 19e siècle, qui ont vraiment beaucoup travaillé sur le républicanisme. Mais on est dans une histoire qui est beaucoup une histoire des idées politiques ou des élites politiques, et beaucoup moins des bases sociales des différents mouvements, mais y compris des mouvements conservateurs. C'est-à-dire sur le lobby colonial dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, on continue à savoir relativement peu de choses à l'échelle de son importance, quoi. Tout ça donne envie de s'y plonger, de le découvrir. Merci beaucoup, Jeanne Moisan. Je rappelle le titre de votre livre, Se fédérer ou mourir, la commune de Carthagène et ses mondes 1873. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro? Oui. Je vous conseillerais de vous plonger dans l'histoire globale des révolutions, qui a été publiée il y a quelques mois à la découverte par plusieurs auteurs, Eugenia Paliraki, Ludivine Bantini, Laurent Jean-Pierre, Quentin Delermoz et Boris Gobi, qui est un ouvrage... moi, là, je le lis au fur et à mesure. Il y a vraiment... si je l'avais lu avant, ça m'aurait aidé à penser cet objet.
Merci beaucoup. De rien. Et merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.